Bien, 13h30 en Allemagne. Bonjour à tous. Bonne soirée selon l'endroit où vous vous trouvez. Et bienvenue à notre webinaire euh, avec WOPA, UN Habitat et la GIZ de la part de l'Agence de développement allemande. Je suis Anna Schwarzendruber, je suis responsable de l'innovation pour la résilience au programme de la GIZ et j'ai le plaisir d'inaugurer ce webinaire. Avant de commencer, je vais vous montrer quelques caractéristiques de notre plateforme Interaxio que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous nous rejoignez pour la première fois, le plus important, c'est que vous pouvez choisir votre langue préférée, donc le français, en haut. Ah, pardon. Et vous entendrez donc l'interprétation en français. Donc, vous avez en haut le choix de la langue. Si vous voulez parler, intervenir, levez la main en bas de l'écran. Et lorsque vous êtes prêt, eh bien, appuyez sur le bouton microphone. Une fois que la lumière est en rouge, ça veut dire que vous pouvez y aller. Si vous avez des questions pour nos intervenants, et nous espérons que vous allez l'écrire dans la boîte chat en haut à droite. Et nous vous rappelons que cette séance est enregistrée, que votre participation automatiquement veut dire que vous octroyez la permission. Et si vous ne le souhaitez pas, alors, eh bien, quittez cette séance et vous pouvez donc écouter l'enregistrement plus tard. Donc, nous sommes très heureux de vous entendre. Et voilà, notre titre, c'est Poop Never Lies. Donc, c'est ce qui va nous conduire dans les 90 minutes suivantes et vous allez comprendre pourquoi ce titre est aussi approprié. J'ai mentionné plus tôt que c'est notre troisième séminaire de cette série et en fait, nous avons parlé de la surveillance des eaux usées l'année dernière. Cette séance s'appelait COVID-19 et la COVID. À l'époque, un certain nombre de compagnies étaient venues pour parler de comment suivre la pandémie grâce à l'analyse des eaux usées. Et nous étions d'accord pour dire qu'on avait besoin de plus de recherches pour pouvoir déterminer le nombre de cas Covid que l'on pouvait identifier grâce aux eaux usées. Et nous avons conclu donc que le système d'assainissement sans égout devrait être également exploré et il devrait y avoir un échange entre les chercheurs, les experts, et que ce serait important puisque le sujet évolue rapidement à l'époque. On partageait donc des données, des bonnes pratiques en général pour pouvoir vérifier si ce suivi était donc efficace. Bon, donc aujourd'hui, nous aimerions poursuivre notre échange global commencé l'année dernière et pour nous aider, nous avons des intervenants et notre modératrice Valéria. Valéria, je vais vous la présenter. Valéria Suarez dirige le secrétariat WOP dans la région latino-américaine, d'Amérique latine, Agua y Saneamientos Argentinos. Et elle travaille avec la Banque d'un développement américaine et elle a développé donc les compagnies en Amérique latine depuis 2016. Auparavant, elle travaillait comme consultante en Argentine après 13 ans à Buenos Aires. Donc, merci beaucoup à Valéria pour son exercice de modération. Et Valéria, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Merci. Bonjour. Bonne soirée, selon où vous vous réveillez. Notre premier intervenant, c'est le docteur Graham Alabaster, qui est un ingénieur de santé publique par profession et qui dirige le bureau du UN Habitat à Genève.
Depuis un certain nombre d'années, il a traité un certain nombre de portefeuilles dans UN Habitat, y compris l'amélioration des bidonvilles, l'infrastructure environnementale, santé et environnement, gestion des déchets solides et recyclage. Pendant cette période, il a soutenu à la fois l'OMS et l'UNHCR, où il a appliqué son expertise pour la santé préventive, la prévention dans la santé et dans les environnements urbains et humanitaires. Il a conduit au développement d'un système de suivi pour le SDG 6 sur l'eau et actuellement il co-préside le groupe de travail multisectoriel pour mettre fin à la malaria. Il va nous donner donc son opinion sur les risques des pathogènes au niveau urbain et les nombreuses variables à prendre en compte ainsi que les opportunités. Merci à Valéria, merci à tous et pour cette aimable introduction. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je veux vous donner un petit peu une ébauche sur les questions que je considère importantes. Voilà, est-ce que je peux avoir la première diapo? Ce n'est pas rien de spécial. Nous avons toujours examiné les déchets pour comprendre les maladies. Les NIAID, des méthodes ont été développées pour suivre, pour dépister ces maladies et l'idée d'utiliser ces indicateurs comme la colie, par exemple, comme une bactérie, existe depuis de nombreuses années. Vous connaissez bien ces idées. Évidemment, la menace de ces maladies dans les eaux usées et dans ces maladies nées dans l'eau augmente. Si vous regardez les risques au niveau urbain de maladies, je partage donc cette diapo que vous pouvez voir. Il y a différents types d'organisations qui font cette évaluation des risques liés aux maladies nées de l'eau il y a quelques années déjà. Et vous pouvez voir qu'ils sont arrivés avec la même idée. De nombreuses maladies telles que l'Ebola, la fièvre hémorragique et d'autres. Nous avons entendu de terribles expériences dans de nombreuses parties du monde. Et évidemment, avec la pandémie du Covid, maintenant, nous savons à quel point ces idées sont importantes de pouvoir évaluer les risques. Donc, cette idée de réaliser le suivi est arrivée assez tôt pendant la pandémie du Covid. Et il y a beaucoup de travail qui a été réalisé depuis ces 2 dernières années pour avancer dans la connaissance et dans la technologie. Alors, quelles sont les questions clés que nous devons prendre en compte en tant que contexte de cette situation? Vous savez qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont attrapé la COVID. Plus de 129 millions de cas ont été confirmés et continuent en augmentation. On n'a pas encore terminé. Et de nombreuses autorités de santé et de l'eau ont vu qu'on pouvait faire un suivi, un dépistage grâce, en analysant les eaux usées. Et le travail le plus récent considère les variantes qui apparaissent pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Bien entendu, une des raisons pour lesquelles c'était très intéressant, très attractif, c'est que les choses sur lesquelles on compte pour faire le suivi de la pandémie au départ, il y a une différence de temps entre l'apparition des symptômes, un délai donc, et le résultat après les tests, et un certain nombre de facteurs influencent les tests, non seulement la capacité de test des pays, mais également des aspects de comportement des personnes qui s'isolent ou qui recherchent un traitement, et évidemment la rapidité avec laquelle les cas ont été reportés dans différents endroits du monde. Mais évidemment, l'épidémiologie est des eaux usées très utile parce qu'elles peuvent
donner des échantillons clairs des communautés en agréguant les informations de santé de la population. Mais évidemment, on sait qu'il y a de grandes variations dans les flux d'informations et également dans la composition de la matière fécale. Et dans de nombreuses zones urbaines, on peut combiner des situations des égouts, enfin, il y a un certain nombre de facteurs donc, qui affectent cette analyse et l'un des plus grands challenges a été de quantifier la population et les échantillons liés aux échantillons qu'on prend. Et évidemment, la plupart des gens dans le monde n'ont pas le tout à l'égout, n'est-ce pas? Et la manière de monitorer, de réaliser le suivi de ces systèmes d'assainissement est évidemment un des domaines clés sur lesquels nous devons nous centrer dans les mois à venir. Et cela est assez difficile si on veut l'utiliser comme système d'avertissement précoce. Donc, beaucoup de variables à prendre en compte si l'on souhaite que cela soit un outil utile. J'aime bien ce diagramme ici parce que cela vous montre dans le temps, combien de temps cela prend. Et vous voyez, si un individu recherche un traitement, cela prend du temps. Les résultats du test du diagnostic également. Et on a besoin d'en savoir plus sur comment, quand l'excrétion du virus a lieu dans l'eau usée, à quelle étape de la maladie. Il y a un très bon travail qui a été fait par certains chercheurs qui ont examiné pas seulement la concentration des fragments dans l'eau usée, mais également dans les égouts. Et cela a permis d'avoir des bons échantillons, de pouvoir concentrer les fragments du virus. Mais également, il y a eu également un délai par rapport à l'analyse de ces tests. Donc, l'idée, c'est que si on ne peut pas avoir une surveillance des eaux usées efficace, cela nous conduit quand même, nous donne de bonnes pistes pour voir, disons, les zones chaudes de la pandémie, donc une bonne opportunité pour avancer et pour réduire le temps de 7 jours. Donc, où sont les opportunités prometteuses dans ce challenge, dans cette technologie d'examen des eaux usées? Mon premier point, c'est qu'il y a un certain nombre de données disponibles au niveau local et beaucoup d'entre vous travaillez dans des stations d'analyse des eaux usées et que vous avez des données brutes peut-être disponibles, mais vous en avez dans vos bases de données, la production de l'eau, eau usée, le volume et un certain volume est analysé, mais je sais que c'est l'analyse de ces données et leur utilisation qui est un challenge. Évidemment, on ne sait pas ceux qui rentrent dans les égouts, mais il y a des manières de normaliser les résultats. Il y a du travail intéressant qui a été fait pour normaliser les montants de fragments du coronavirus en utilisant, en mesurant le SARS-CoV pour normaliser les résultats. C'est-à-dire qu'il y a des manières intelligentes pour éliminer les erreurs liées à la dilution. J'ai parlé de la mesure dans les boues primaires, mais vous qui travaillez dans le domaine de l'assainissement savez qu'il y a un certain nombre d'étapes dans la chaîne de l'assainissement et il faut examiner attentivement comment donc ces boues
sont transportés. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour savoir comment faire cela de la meilleure manière, les technologies appliquées, mais il serait bon de mieux comprendre comment appliquer cette connaissance pour les échantillons. Il y a des innovations dans des techniques, par exemple, d'échantillonnage passif en utilisant des gaz placés dans les canaux d'eau usée et dans les égouts. Et l'idée est de concentrer, de pouvoir prélever des fragments du virus. Pas mal de travail donc qui a lieu, beaucoup de travail en fait. Il y a également d'autres approches plus innovantes. Je sais qu'il y a des chercheurs qui testent les eaux usées sur les vols commerciaux pour détecter s'il y a des passagers infectés et des scientifiques également qui le font dans les eaux usées des immeubles d'appartements pour détecter des infections qui n'ont pas été détectées. Donc, où en sommes-nous? Nous avons besoin d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, quels sont les messages que je souhaite vous transmettre? C'est que c'est anonyme, la capacité de capturer des données d'une large portion de la population. Cela peut s'appliquer donc à une grande population et certaines recherches concernent 1 million de personnes qui peuvent être mesurées en un jour. Le côté le plus sombre, c'est qu'on peut l'utiliser pour rechercher d'autres substances comme des résidus de drogue, des hormones, et cela pourrait être utilisé pourrait causer la stigmatisation de certaines communautés. Donc, il faut être prudent, n'est-ce pas? Surtout si cet outil va aider les politiques preneurs de décisions concernant, par exemple, des confinements. Donc, il faut considérer l'aspect éthique des choses. Nous avons évalué le risque au niveau urbain en utilisant l'information disponible et les capacités disponibles au niveau d'une ville. Et l'un des messages importants qui était obtenu de la gestion du Covid, c'est l'opportunité énorme qui concerne les autorités urbaines pour pouvoir gérer la Covid de manière plus efficace. Et on a vu beaucoup de cas d'autorités locales qui ont développé de bonnes et nouvelles méthodes qui n'ont pas toujours été reconnues au niveau national. Donc, on peut vraiment comprendre beaucoup de choses dans ce domaine. Et le mapping de ces maladies critiques est absolument fondamental. Nous espérons que dans l'avenir, une épidémiologie pourra être utilisée de manière plus efficace. Mais l'autre partie importante, c'est qu'il faut lier cette information aux déterminants sociaux et environnementaux au niveau de la ville. C'est important parce que il est important de détecter ces fragments de la maladie dans les eaux usées, mais il faut mieux comprendre les contributions de l'environnement et également des comportements sociaux au niveau de la ville. Mais je crois que si l'on considère l'avenir, l'un des résultats positifs de cette pandémie, c'est qu'on peut, à travers des techniques spécifiques, normaliser ces paramètres dans les eaux usées, que ce soit dans les pandémies futures ou pour détecter certains indicateurs de santé. Cela va être utile dans l'avenir. Je vais m'arrêter ici et merci de votre attention. Je serai très heureux d'écouter le reste des intervenants, les autres intervenants. Merci beaucoup, Graham, pour cette introduction, pour la question d'aujourd'hui. Vous pouvez poser les questions à Graham dans la boîte chat et on y répondra à la fin du panel. Maintenant, nous avons Monsieur Sudhir Pillay de la Commission de recherche de l'eau, la WRC d'Afrique du Sud, qui est responsable de l'assainissement et du portefeuille
qui a produit de nouveaux systèmes de toilettes, une compréhension scientifique des thermodynamiques associées avec le séchage des boues fécales et le traitement pour la récupération des ressources, des options de traitement pour les boues fécales. Il appartient au Task Team de Assainissement National. Il a travaillé pour l'IWA, la conférence périurbaine de 2017, représentant l'Afrique du Sud pour les standards ISO. Il est pour la Scope 2 pour le Water Reserve. Non, pardon, dit notre modératrice, elle s'est trompée. Donc, il représente l'Afrique du Sud pour les standards ISO, pour l'assainissement sans égout, et appartient à la task force de l'IWA COVID-19. Ce DIA va nous présenter de l'initiative de surveillance épidémiologique en Afrique du Sud, donc les résultats les plus récents de sa recherche sur l'analyse des eaux usées. Merci beaucoup. Ma présentation aujourd'hui concerne donc les activités de recherche sur l'épidémiologie des eaux usées, la surveillance. On va vous montrer donc ce que nous réalisons dans l'équipe. Je suis désolé de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez rentrer en mode présentation parce que nous voyons vos notes et la présentation est un peu petite, dit Anna. Donc l'épidémiologie des eaux usées, qu'est-ce qu'elle peut révéler? Eh bien, l'utilisation de drogues illicites, de substances pharmaceutiques et autres, des choix de diète, des marqueurs génétiques et des biomarqueurs. Certaines des utilisations pour déterminer les pathogènes généraux qui circulent dans la population, caractériser les tendances ou les changements dans le nombre d'infections dans les communautés. C'est la raison pour laquelle nous participons à cette séance aujourd'hui, pour mieux comprendre comment utiliser cet instrument pour la santé publique. Beaucoup d'ingénieurs ont fait du travail dans ce domaine, mais dans ce challenge, il y a d'autres aspects que nous tentons de pousser depuis longtemps, en fait, comme les bactéries pathogéniques, les virus entériques qui ont leur source dans l'eau pour pouvoir faire des recommandations pour les politiques locales. Nous suivons donc l'abus de substances à travers les flux et nous allons parler de cette présence du SARS-CoV dans notre système national. Nous avons un trépied, n'est-ce pas? Une fois qu'on atteint une certaine étape, on passe à un programme étendu, complété par les communications sur l'eau et la COVID et comment appliquer un système de surveillance. Voici les résultats du programme et l'impact que nous recherchons. Donc l'efficacité dans les laboratoires, l'intégration et les tendances des données, les relations, et on recherche à établir un système précoce de détection et un modèle de surveillance de qualité des eaux nationale. Donc on a mis le
concept à l'épreuve. Nous en sommes à la phase 2 et entre la phase 2 et entre la phase 3. Nous sommes entre la phase 2 et 3 en ce moment. Une partie importante, comme dans beaucoup de pays en développement, nous n'avons pas un tout à l'égout partout. En Afrique du Sud, il y a une partie de la population importante. Ça, c'est une photographie aérienne d'Afrique du Sud. Ce ne sont pas deux photos distinctes. À gauche, une zone rurale, une autre plus urbaine, où les mesures de distanciation sociale sont très difficiles à appliquer. Parce que, par exemple, les robinets sont partagés. Alors, comment appliquer de la surveillance ici? Voici, on a commencé avec 24 sites que nous avons examinés, également dans les zones informelles de peuplement. Tout est disponible sur notre page web. On peut avoir un petit peu peur, mais dans 90% des échantillons, on a trouvé donc du SARS-CoV-2, de l'ARN, pardon, dans les prisons, les hôpitaux, les industries, les mines. On a trouvé une méthode qui a bien marché pour nous. Donc, tout cela est disponible sur notre page web. Vous pouvez l'examiner. On a passé aux aspects de la page 2. Donc, je parle des zones qui n'ont pas sans égout. On a pris des échantillons pour détecter le SARS-CoV. On considère des volumes et on tente d'étendre ce programme à la phase suivante. En développement d'un cadre pour les zones donc, où il n'y a pas d'égout. Où est-ce qu'on peut mesurer dans les toilettes communes, dans les robinets communs, dans les quartiers? La facilité de faire ceci pour les tests cliniques. Nous sommes sur la bonne voie. Je crois que cela a été mentionné. Cette idée d'Australie où on a cet échantillonnage massif et voilà ce qu'on essaie de collecter, de tester et dans tout le pays. Et aujourd'hui, on examine différentes variantes que nous pouvons trouver dans ce type d'échantillon. Comme je l'ai dit, voilà, commission de recherche de l'eau. Et on a besoin de ces données et rassembler ces données et voilà, appliquer cela dans un système de détection ou de surveillance nationale. Donc on recueille des usines de traitement des eaux usées. D'autres recherches considèrent aussi de nouvelles méthodes d'échantillonnage avec des tubes de test, toujours améliorer la sensibilité des analyses. Nous avons différents systèmes disponibles qui ont leur propre système. Tout cela est important pour que l'on puisse comparer les résultats et on a un tableau de bord de surveillance en travaillant avec notre Institut national. Et voici certains résultats de la situation Covid dans le pays. Par province, en Afrique du Sud, nous en sommes à la 3e vague, donc à l'extrême droite. Bon, vous avez différents scénarios. Nous avons passé le pic, mais il ne chute pas. La variante Delta prédomine. En Afrique du Sud, on a considéré quelques usines de traitement des eaux usées et vous voyez que les données sont corrélées à ce qu'on voit à partir des échantillons techniques. On examine
d'autres variantes qui sont préoccupantes, intéressantes. On est passé à la souche Delta rapidement en Afrique du Sud, plus rapidement que dans d'autres pays. Mais ce qui est important, c'est que lorsque l'on fait le suivi des égouts, on a aussi trouvé la souche gamma qui n'avait pas été détectée dans les échantillons cliniques. C'est pourquoi il est important d'avoir cette épidémiologie, ce système qui nous permet de détecter des choses qu'on n'a pas vues dans le domaine clinique. Voilà un exemple de comment les différentes... on a un mapping ici des différentes zones urbaines, les différentes couleurs vous donnent vous donnent l'idée des charges virales détectées selon les couleurs. Et juste pour terminer, on va examiner différents aspects, faire pister l'évolution du virus. Il y a des études qui ont lieu pour évaluer la sensibilité des différentes méthodes. Et voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sudhir, pour cette recherche. Des questions que vous souhaitez adresser, vous pouvez les écrire dans le chat box. Nous répondrons à la fin du webinaire. Notre panéliste suivant des opérateurs, Ana Paula Comino, de Obras Sanitarias Mar del Plata, qui est la vice-directrice de cette compagnie publique du gouvernement municipal. Elle va nous parler de la chute des cas de Covid-19 dans le pays, en Argentine. Elle va nous parler des techniques pour le suivi des eaux usées et pour contribuer à la surveillance du Covid-19. Bonjour à tous, il est tôt chez nous. L'idée, c'est de partager comment a commencé cette histoire, d'où on a commencé en mars 2020. Nous avons pris connaissance à travers un travail, un document publié en Hollande, une étude de l'analyse des eaux résiduelles dans un effluent d'un aéroport. Grâce à cette publication, nous avons vu que les déchets pouvaient s'expliquer pour l'expression du virus d'individus potentiellement symptomatiques et qu'on pouvait l'utiliser comme un système de surveillance précoce. Et on s'est mis en contact avec les gens qui avaient fait cette étude. Et nous sommes très intéressants. Et on a pris contact avec l'Institut national d'épidémiologie, dont le siège se trouve dans notre ville, ce qui nous a facilité le travail conjoint. Et parallèlement avec cet institut, une chercheuse de la Commission nationale de recherche scientifique et technique, CONICET, avait reçu une subvention pour travailler sur ce thème et nous avons commencé à travailler ensemble et nous avons participé dans différents webinaires sur le thème. Nous avons pris contact avec d'autres collègues de différentes parties du monde et nous avons été invités par la WOP-LAC intégrée, la Ice Water Action Platform. Nous avons assisté au webinaire, nous avons participé à un groupe de WhatsApp, municipalité, WhatsApp Group, dont le but est de partager des connaissances et expériences.
sur ce thème. Ce groupe est intégré par des collègues de plus de 60 différents pays et est très important, très utile pour notre travail. Il nous a servi pour voir ce qui était fait dans d'autres parties du monde, être en contact avec la communauté internationale et nous avons pris contact avec les collègues qui sont des amis de Aguas y Saneamientos Argentinos qui étaient en contact avec des collègues de Murcia, Espagne. Et qui était en train de mettre au point une technique de consécration de l'effluent par centrifugation. Nous avons vu que c'était faisable. Jusqu'alors, on ne travaillait pas sur ce thème. Avec les instruments que nous avions, on a pu commencer rapidement. On a mis au point la technique de concentration par centrifugation, la même qui était utilisée par les opérateurs de Murcia. Et dans la deuxième partie de l'analyse des échantillons, nous l'avons poursuivi dans l'Institut national. Et nous l'avons concentré dans notre laboratoire et on est arrivé à l'Institut national de technologie pour disposer des analyses dans la journée. Considérant que nous avons 95% de la surface avec un tout à l'égout, nous avons décidé d'utiliser l'effluent qui arrive à l'usine de traitement parce que c'est représentatif de la population de la ville tous les jours pour éviter des interférences avec le processus des échantillons de l'activité industrielle. Ensuite, nous avons optimisé l'échantillonnage avec l'incertitude propre d'une matrice telle que l'effluent coacal. Nous avons pris des échantillons par 6 sextuplés pour améliorer les résultats obtenus de manière hebdomadaire dans chaque échantillonnage. Le dimanche, ce que nous continuons à faire, on en a informé les autorités de l'entreprise et on a fait une évaluation des résultats et présentons un rapport aux autorités des 3 institutions participantes. Le prestataire de services, les opérateurs de l'INE, le ministère de la Santé et les autorités de la commission de recherche scientifique. Pour résumer, notre manière de contribuer à la surveillance de la COVID-19, on l'a posé de 3 manières. On a défini 3 manières. D'abord, en informant en temps réel des autorités, les autorités de gestion des résultats de l'échantillonnage hebdomadaire. La deuxième avec des rapports technico-scientifiques d'évaluation de manière périodique, avec l'analyse de données obtenues dans le temps aux autorités de chaque groupe de travail des 3 institutions. Et la troisième avec des publications scientifiques dans des revues du secteur proposées par le secteur de recherche et leur présentation dans des congrès spécifiques. Ce que je voulais dire, c'est que cet espace que propose GOPA est très important pour partager la vision de comment mener à bien ces études, pas seulement maintenant, mais pour l'avenir, pour l'épidémiologie basée sur les eaux résiduelles. En ce qui concerne, même si nous prenons des échantillons 24 heures
sur 24. On peut également en faire de manière ponctuelle, toutes les 2 heures, les 4 heures, selon ce qui est possible du point de vue opérationnel. Mais ce qui nous semble important, c'est d'avoir une idée des heures où l'apport, disons, des effluents cloacales dans le domaine urbain est plus important. Nous sommes en train de faire cette étude par bassin, mais c'est une possibilité de manière automatique, par exemple, 24 heures sur 24. Dans tous les cas, il est très important qu'il n'y ait pas beaucoup de temps entre la prise des échantillons et l'analyse. Nous essayons de le faire le jour même, d'avoir un résultat le soir. Et ici, j'aimerais souligner l'importance de la participation des opérateurs parce que ce sont les opérateurs qui connaissent parfaitement la matrice compliquée. Donc la connaissance qu'ils ont est très important. Et d'autre part, nous connaissons le réseau du tout à l'égout. Je considère donc que c'est un instrument, enfin que c'est très important que les opérateurs soient présents dans ce domaine. Et la manière d'assurer une association ouverte et de collaboration, c'est de convenir des objectifs de la recherche et dire qu'il est technologique. Il est important de souligner que la question résultante est compétence des autorités sanitaires. On peut travailler en s'assurant la gouvernance si aucune des institutions n'a d'ingérence dans la gestion de l'eau, ni les autorités de santé dans la gestion des effluents, ni les opérateurs dans la gestion des autorités de santé. Nous obtenons depuis de bons résultats. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Anna Paula. Nous sommes très heureux de vous entendre dans la discussion. Le prochain intervenant vient des Pays-Bas et de l'Australie, et du Kenya. Ils ont ensemble développé un software, un logiciel pour détecter les particules dans les eaux usées. Ils ont mené à bien une première campagne de détectage à Kisumu, à Nairobi, au Kenya, et à Nakuru également, avec les compagnies Nawasco et Kiwasco. Marc, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir. Merci de cette opportunité qui m'est donnée. Je vais partager donc mes diapos. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît? D'accord. Nous allons projeter un projet que nous avons mené à bien ensemble à Mokomo. Mokomo, c'est le nom de la compagnie. C'est un projet commun que nous avons développé cette année avec le soutien d'Aqua et UN Habitat et en partenariat avec Orvion et une compagnie de logiciels qui produit des solutions pour détecter la COVID dans les eaux usées en quelques heures. Nous allons partager nos résultats dans notre travail dans les prochaines diapos et je passe la parole à Marc Van Bemmel.
Allez-y, Francisca, diapo suivante. Je suis Marc van der Been, je suis le président d'Orvion, qui est une compagnie de biotechnologie environnementale aux Pays-Bas qui se centre sur les bioprocessus de contrôle dans l'eau potable. Voilà, c'est un petit peu plus important. Nous voulons présenter les résultats que nous avons rassemblés en utilisant UDetect. UDetect est un système rapide pour l'analyse rapide QPCR qui a été développé pour l'analyser bactéries dans l'eau pour le projet au Kenya. Au Kenya, pardon, nous avons changé les méthodes d'extraction pour pouvoir analyser les échantillons. Donc, on a fait beaucoup de travail sur ce projet pour que cela fonctionne, pour pouvoir analyser la COVID dans les eaux usées. La méthode se base sur la filtration et l'analyse en isolant l'ADN, et le QPCA est peut-être utilisé par les opérateurs assez rapidement après une petite formation, en quelques heures. La formation se fait en ligne et vous pouvez l'appliquer sur le terrain. C'est un aspect très important, c'est que tous les éléments qui sont utilisés dans le cycle interne peuvent être gardés en dehors d'un frigidaire. Vous n'avez pas besoin de chaîne de froid pour garder les échantillons sur le terrain. Diapo suivante. Upande, la compagnie que nous avons fondée, existe depuis 2009. C'est une compagnie de logiciels. Nous nous centrons sur des solutions de transformation de la gestion de l'eau. Nous avons fait beaucoup de travail avec GeoWaPa et UN Habitat au Kenya en développant des applications pour promouvoir la prise de décision basée sur les données. Nous faisons beaucoup de travail pour des compagnies, des services de logiciels et de Sensor as a Service. Nous avons créé un module pour l'intégration qui nous permet d'appliquer le système grâce à une plateforme sur le terrain. Voici comment on visualise les données, là où l'échantillonnage a lieu, grâce à un système GIS pour rechercher les situations et les lieux d'échantillonnage et les lieux de dissémination également. Nous avons mené à bien un certain nombre de travaux d'échantillonnage également. Voici, comme Marc l'a dit, donc il y a 3 étapes. D'abord, filtrage de l'échantillon ou filtration. Ensuite, donc l'isolation de l'ADN ou l'ARN pour la COVID. Et vous pouvez mettre donc votre échantillon dans l'appareil d'analyse QPCR. Tout fonctionne sans électricité, sauf la dernière étape, la thermo, qui a besoin d'électricité. Il y a différentes applications. J'en ai mentionné 3 en dessous. Par exemple, la détecter sur le site de gènes cyanobactéries toxiques dans l'eau potable, disposer d'un système d'alerte précoce pour la contamination fécale dans les eaux de réutilisation agriculturelle et un protocole rapide et facile pour détecter la COVID. Pour le moment, nous avons différentes cibles que vous pouvez
pour lesquels suivre des cours d'eau ou vos eaux usées, des contaminants comme l'Escherichia coli, la Bacteroides aureus, les Legionella et la Salmonelle enterica et d'autres organismes pathogènes. Et pour les eaux usées, nous avons la SARS-CoV-2 avec le gène et le gène N2 et nous travaillons d'autres cibles en construction que vous avez à l'écran. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le projet Mokomo se centre sur utiliser ou faire que la pipeline UDetect soit disponible pour le suivi de la COVID dans les eaux des égouts, dans les eaux usées. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons changé toute la méthode de filtrage. Évidemment, l'égout, les eaux produites par les égouts, les boues sont sales. On a détecté le gène N2 grâce à cette méthode. Nous avons mené à bien des contrôles et nous allons montrer les résultats de ce contrôle. Nous avons un organisme de contrôle qui est très présent dans les eaux usées et un autre contrôle est un virus inactivé que nous utilisons pour vérifier si l'extraction d'ARN est fiable, si les résultats sur la COVID sont fiables. On a travaillé sur ce projet en juillet et août de cette année. Nous avons réalisé l'échantillonnage, le premier round. Nous pensons que Habitat et Aquafold, nous le remercions de cette opportunité qui nous a été donnée. Le coût du Detect est en dessous du coût opérationnel et de capital. Marc, comme on l'a mentionné dans la dernière diapo, nous pilotons ce projet avec Orvion et d'autres partenaires au Kenya sur le terrain, à Nakuru, une compagnie de gestion des eaux urbaines et une autre également. Et nous avons mené à bien 60 échantillonnages avec les partenaires. Nous avons identifié les lieux clés où il serait possible de détecter la COVID. Et donc, avec ces partenaires, nous avons trouvé des hôpitaux, des cliniques pour réaliser des échantillonnages et où nous attendons à des bons résultats. Et également dans les usines de traitement des égouts à Nakuru et à Nawasco, et dans les 2 heures, sans utilisation d'énergie, seulement l'électricité d'une batterie d'auto, de voiture, nous avons pu réaliser tout le cycle de résultats. Vous voyez à droite comment on procède. Diapo suivante. J'aimerais vous montrer quelques résultats. Nous avons analysé 60 échantillons, 45 sur le terrain et 15 sont utilisés pour la formation. Dans 7 échantillons, nous n'avons pas trouvé l'ARN de contrôle. Donc dans 38, nous avons une bonne récupération du contrôle. Dans la plupart des échantillons, on a trouvé beaucoup de bactéroïdes, 40, donc 89%. Faible sécu, beaucoup de bactéroïdes. On a trouvé 5 échantillons positifs au gène N2, 13% donc. Ce qui est assez faible, on ne sait pas exactement. Nous n'avons pas trouvé de gène E
aucun dans aucun des échantillons. Dans la diapo suivante, j'élabore un petit peu plus. Non, pardon, ça c'est une autre marque. Oui, avant de continuer, j'ai mentionné qu'il y a un logiciel qui est développé pour que les prochains utilisateurs puissent s'engager dans une phase suivante pour mener à bien eux-mêmes les échantillons avec l'allocation GIS des échantillons, peut-être croisés avec les données de manière très légère, facile à utiliser. Diapo suivante. Donc, les leçons apprises jusqu'ici, je vais essayer de résumer. La méthode a travaillé assez bien au Kenya. Nous n'avons pas eu de problème. Évidemment, le volume filtré était plus faible que ce à quoi on s'attendait, qu'aux Pays-Bas. On aurait pu s'y attendre parce qu'il y a moins de dilution des eaux usées. Mais je vais résumer très rapidement. Non, on n'a pas trouvé le gène E, peut-être à cause de mutations pendant ce temps-là. Peut-être que cela explique cette absence. On a trouvé relativement peu d'échantillons positifs pour le gène N2. Peut-être qu'il n'y avait pas tant de prévalence de la maladie dans l'échantillon à ce moment-là. Peut-être à cause des mutations. On a eu des résultats en moins de 2 heures. Et nous aimerions obtenir plus de résultats pour une analyse de données plus large. Voilà la dernière diapo. Merci beaucoup de votre attention et nous sommes ouverts pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marc et Marc. Les questions pour Marc Van de Mel et Marc Dubois, vous pouvez les écrire dans la boîte chat et on y répondra à la fin du webinaire. Nous allons entendre notre dernier panéliste, le Dr Daniel Deer et Paul Mollis. Paul Mollis est manager qui est un microbiologiste de qualité d'analyse des eaux et est très important pour les compagnies des eaux. Il a conduit un certain nombre de recherches et d'innovations sur les pathogènes nés de l'eau, sur le recyclage et les bactéries. Les managers Daniel Der donc est directeur du projet en collaboration avec l'organisation de surveillance du Toutalégout, la SARS-CoV en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il va nous parler d'un échange international de suivi du SARS-CoV-2. Dan et Paul, allez-y, vous avez la parole. Nous allons brièvement parler du programme et Paul donnera des détails plus techniques sur les technologies utilisées. Donc, dans la diapo suivante, je vous montre un résumé jusqu'au mois dernier. Les cas en Australie et en Nouvelle-Zélande est une faible prévalence de la COVID. On a testé donc les eaux usées en petite quantité dans des petits bassins pour avoir des analyses. Les autorités de l'eau ont travaillé sur quels points d'accès et quelles usines de traitement des eaux étaient les meilleures pour traiter ces eaux usées. Et donc, un échantillonnage a eu lieu par les autorités sanitaires et les résultats
ont été interprétés avec également les autres données dont ils disposent. Et ça, c'est un exemple du gouvernement régional de South Wales, des Galles du Sud. En vert, vous avez la non-présence et en rouge, la présence du SARS-CoV-2. Et cela aide à savoir où envoyer les programmes de tests. Et nous avons également les cliniques. Et cela est également utilisé pour prendre les décisions concernant les déplacements en Australie, en Nouvelle-Zélande. Un autre exemple, ça c'est de l'État de Victoria. Victoria est un des États en Australie qui a la même taille que le Royaume-Uni. La capitale de l'État c'est Melbourne, en Australie. 7 millions d'habitants. Il y a beaucoup de petites villes dans cet État, certaines très isolées. Et le gouvernement, le ministère de la Santé, ont une page web qui montre où ils ont détecté la COVID en utilisant les journaux, les médias, avec des petits messages par téléphone pour encourager les tests dans ces zones. Vous avez des résultats de ces tests dans une petite ville appelée Apollo Bay, où le bassin de l'usine de traitement des eaux usées a montré qu'il y a de la contamination. On a demandé aux gens de mener à bien des tests et on a pu détecter, isoler et éliminer la COVID de cette ville. Grâce à cela, voici, vous avez ici les édifices, les grands immeubles. Et dans ce cas, les tests des eaux usées ont été menés dans les immeubles eux-mêmes, ce qui a permis de tester tout le monde dans les immeubles et de trouver les cas, les personnes contaminées et de limiter donc la contamination, la diffusion du COVID. Ce programme a permis une collaboration entre les opérateurs, donc des eaux usées, des réseaux, avec les scientifiques des réseaux des eaux et des réseaux, avec le département de la santé, les groupes de chercheurs scientifiques. Donc, une collaboration multidisciplinaire très forte. Nous avons utilisé des technologies importées, technologie allemande, et pour les PCR, des technologies américaines, mais l'Australie, en ce moment, a suffisamment de matériel pour fournir donc la chaîne d'approvisionnement. Des gens comme Paul sont très organisés pour nous assurer que la chaîne d'approvisionnement soit alimentée. Dans des zones plus petites, il y a eu des difficultés. Donc on a eu des difficultés dans des petites communautés dans le pays. Donc ici, à gauche, vous avez les compagnies. SA Water, beaucoup de compagnies des eaux impliquées, beaucoup de laboratoires, d'universités et une bonne collaboration internationale avec des centres de recherche en Afrique du Sud et au Canada et aux États-Unis également. La dernière diapo vous montre. Nous souhaitons développer un manuel comme celui qui a été montré par l'Afrique du Sud, qui montre les différentes pratiques. Et nous travaillons sur un transfert technologique
Diapo suivante. Voilà, un financement de l'agence de développement australienne pour travailler avec la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et peut-être les îles Fidji. Là aussi, il y a beaucoup de zones qui n'ont pas de tout à l'égout et il y a des difficultés de chaîne d'approvisionnement. Par exemple, dans les îles Fidji, cela peut prendre des mois de transporter des matériaux dans ces zones. Si vous souhaitez faire des commentaires. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Comme Dan a dit, le suivi a lieu en partenariat avec différents partenariats. Certaines de ces compagnies nous demandent de tester en laboratoire, dans leur laboratoire, et des tests PCR. Il y a une approche assez cohérente dans les laboratoires de tests pour des échantillons liquides. Tous les laboratoires utilisent ces membranes pour identifier la concentration. Il n'y a que peu de variations parce que PCR a un impact sur la sensibilité, mais nous utilisons tous pas les mêmes membranes, mais des appareils similaires. Et on peut également, là où nous n'avons pas, vous pouvez avoir des échantillons composites, mais dans les égouts, on a des échantillons fiables, ce qui nous permet de faire le suivi de manière continue, 2 échantillons par semaine. Voilà. Et le processus d'extraction, on utilise des kits magma du Danemark, si j'ai bien compris. Je n'entends pas bien, monsieur, je suis désolé. Trois ou plus de laboratoires en Australie utilisent ce système le plus rapide pour les PCR. Bon, ça c'est un des éléments critiques. Et bon, je crois que je vais m'arrêter ici, dit Paul. Bien, je crois qu'on peut terminer ici et passer à la discussion du panel. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Nous avons entendu l'introduction de Graham Alabaster, l'introduction des expériences intéressantes d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Kenya, de l'Australie. Maintenant, je vais inviter nos panélistes à répondre à certaines questions du public. Vous avez été très actifs dans notre boîte chat, mais il y a encore des questions à répondre. Une première question pour Graham. S'il vous plaît, pourriez-vous élaborer un petit peu plus sur la stigmatisation ?
Vous m'entendez bien? Nous vous entendons parfaitement. Sur la stigmatisation, donc, voilà, la question portait sur la stigmatisation, parce que vous nous avez dit qu'il y avait une possibilité de stigmatisation ou un danger de stigmatisation. Certainement, oui. Je crois que la situation avec tout cela, c'est qu'il est très important que nous comprenions les implications éthiques de ce qui se passe. Il faut faire très attention. Il y a déjà beaucoup d'exclusion sociale dans des villes, dans des zones urbaines pour un certain nombre de raisons, mais on ne devrait pas utiliser ces méthodes de suivi pour causer plus de tension et de stigmatisation, alors qu'il y a déjà des circonstances très difficiles. Je crois qu'une des questions les plus difficiles avec cette pandémie dont on ne parle pas assez, c'est l'impact énorme que cela a sur la santé mentale des gens. Je sais que ce n'est pas l'endroit, mais ce que nous faisons, il faut s'assurer que ça améliore la situation et que cela ne cause pas de problèmes, plus de division sociale. Vous savez qu'il y a beaucoup de discussions sur les vaccinations, la méfiance sur les vaccins, et je n'aimerais pas que la même chose se passe avec ces technologies de suivi. Donc, il faut garder cela en tête et voir comment présenter cela de manière positive. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Graham. On a une autre question. Qui finance le suivi des eaux usées? Certains d'entre vous ont déjà euh, répondu dans le chat. Peut-être qu'Anna Paula peut nous parler de ce qui se passe en Argentine. Qui va aider à financer ce suivi et ces nouvelles techniques? Anna Paula? Bon, nous, l'échantillonnage, on le fait avec des ressources propres. Ainsi, l'opérateur fait la concentration et l'Institut national d'épidémiologie dépend du ministère de la Santé et il dispose des ressources du ministère pour les échantillons cliniques pour mener à bien cette deuxième partie qui est l'analyse du PCR. Hein, c'est le ministère de la Santé. D'autre part, dans le même travail, collaborent des personnes de la commission avec une subvention qu'ils ont obtenue pour commencer à travailler sur ce thème. Merci Anna Paola. Est-ce que les panélistes ont des questions à se poser les uns aux autres? Est-ce que vous voulez lever la main? Bien. Bon, oui, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Est-ce que vous pensez que est-ce que l'échange d'expériences entre pairs, entre vos pays respectifs et vos compagnies respectives serait utile dans l'avenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Peut-être Paul. Non. Bon. Paul. Paul a une question. Je vois que vous avez levé la main. Oui. Allez-y, Paul. Je voulais dire que il y a une question sur la sensibilité à la taille de la population. Et ce qu'on a identifié en particulier, c'est que en Asie du Sud-Est, nous avons détecté
un cas pour certaines des variantes, il peut y avoir des résultats sensibles. L'autre complication dont nous avons parlé, c'est si ça va continuer à se répandre avec l'excrétion des virus, si je comprends bien, monsieur, dans certaines situations. Occasionnellement, la prévalence n'est pas... Je suis désolé, j'entends très mal, monsieur. Le son de la cabine, le son me parvient très mal. Je suis désolé. Merci, Paul. Dan, est-ce que vous avez une question, une remarque à partager avec nous? La question est liée à l'expérience de l'Afrique du Sud sur les zones où il n'y a pas d'égout. La plupart des résultats viennent des États-Unis, de l'Europe, des Pays-Bas. Ce travail est très bon, mais cela provient de zones où il y a eu des égouts. Il n'y a pas eu beaucoup de travail dans les zones informelles, alors qu'il y a des milliards de personnes qui vivent dans des zones informelles dans le monde. Je crois que votre groupe est un des rares groupes qui examine activement ce domaine et nous sommes très intéressés par votre expérience. L'Afrique du Sud est une situation inhabituelle. 70% ou 65% du pays a des égouts, de traitement des eaux résiduelles. Donc, il y a ces villes énormes avec des parties où il y a des égouts et d'autres pas. Alors, que fait-on avec l'échantillonnage? Est-ce qu'on va prendre des échantillons comme vous faites en Thaïlande, à Bangkok ou au Vietnam? Ils ont d'autres systèmes. On va collecter, il y a différentes manières de collecter les échantillons. Donc, on fait un business case. Quel est le cadre qu'on va utiliser? On a déjà établi, c'est inutile de prendre des échantillons d'assainissement sec. Ça ne va pas avoir de résultats, enfin ça n'est pas intéressant du point de vue des résultats. Les eaux grises sont très intéressantes et on tente de corréler les paramètres des eaux usées avec les bactéries. Donc on utilise ça comme ce que vous utilisez dans notre démarche. On tente de corréler les résultats. Il y a des pics et on essaye de voir comment on inclut cette partie. Mais je crois que vous avez un système de collecte manuel en Asie. C'est un autre processus. C'est un autre type de boue. Je sais que les chercheurs chinois ont trouvé que la charge virale augmente après
dans certains endroits où le virus se place dans la boue et s'étend, il y a plus de variables, disons, dans les zones qui échappent au système d'assainissement, au système d'égout. Il y a différentes situations dans le même pays, c'est-à-dire. Oui, les gens en Inde me disaient, qu'est-ce que vous recommandez? Les Nara donnent de bonnes indications. Le bassin, et c'est là, c'est ce qui nous intéresse. On travaille. Oui, avec un égout, vous avez plus de 100 000, donc c'est intéressant, c'est intéressant. Merci beaucoup. Oui, on a trouvé de bons résultats. La nouvelle variante a pris le dessus en quelques mois, mais on a également détecté la variante gamma qui n'a pas été détectée dans les cas cliniques, n'est-ce pas? Et il y aura l'émergence de nouvelles variantes lambda. Il serait bon d'avoir ces systèmes de détection précoce parce que, en fait, les cliniques vont peut-être représenter 1% des tests. Merci beaucoup. Je crois que je serais très heureux de partager avec vous les résultats, dit Paul. Merci, merci beaucoup. Je crois que Marc de Blois a levé la main. Merci beaucoup, Valéria. Je voulais répondre à votre question en ce qui concerne des échanges croisés avec d'autres compagnies. Et vous avez mentionné qu'il y a d'autres projets qui ont lieu actuellement à Nairobi, au Kenya, avec World Water Nets, avec le gouvernement métropolitain. Nous sommes en discussion avec eux pour voir comment on peut échanger des connaissances et utiliser des outils, partager des outils pour publier et analyser des données. Donc, c'est quelque chose qui a lieu actuellement. Je serais également intéressé d'entendre dans une autre séance le lien entre les résultats des analyses avec certaines populations. Nous menons cette analyse à bien en ce moment, mais il n'est pas très clair comment les eaux usées se déplacent dans le contexte sud-africain ou ailleurs. Il serait intéressant d'entendre parler, de savoir qu'est-ce qui se passe. Merci Marc. Et nous avons notre dernière question pour Anna Paula. Ou Anna Paula a une question à poser, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu la question, dit Anna Paula. Est-ce que vous avez une question, Anna Paula? Je crois que vous avez levé la main. Je voulais remercier et je voulais souligner l'importance de l'échange des savoirs, parce que c'est un thème complexe qui a besoin de différents savoirs, l'échantillonnage, l'analyse des données, toutes les régions ont leurs particularités. Ce n'est pas un thème simple et je crois qu'il est très enrichissant de partager des expériences et d'être connecté avec la communauté internationale. Je remercie cet espace et je voulais souligner ce point. Merci.
Merci Anna Paula. Et maintenant, je suis désolé de mes problèmes techniques. Je vais passer la parole à Francisca du secrétariat GEOPA du Habitat pour la clôture. Mais nous sommes désolés. Ah, voilà, bonjour. Nous avons perdu Valéria. C'était une brève introduction, c'était pas grave. Merci à tous les intervenants. C'était très intéressant. Plein d'inspiration. J'ai beaucoup appris. Merci aux nombreux participants. Je suis Francisca Folk. Je travaille au secrétariat de GOPA, d'Union Habitat. Et Hannah vient de souligner qu'il est très important pour nous, qu'il est important de partager les connaissances, avoir des collègues à qui poser des questions. Et j'aimerais vous présenter et vous inviter à 2 autres plateformes. Nous allons continuer la discussion dans les semaines et mois à venir. La première option pour la collaboration est la communauté de GEOPA en ligne. Cette année, nous avons lancé une plateforme collaborative qui se trouve sur Workplace. Vous pouvez créer votre profil, vous pouvez connecter, vous pouvez poser des questions, partager des ressources, partager des indications pour des événements. Si vous êtes d'accord lorsque vous enregistrez, dans les 24 heures, vous allez recevoir une invitation exclusive et à partir de là, vous pouvez vous connecter à la plateforme et aux discussions. Et toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu seront répondues sur cette plateforme. La deuxième plateforme où nous pouvons échanger sur de nombreuses questions sur l'épidémiologie et notre 4e congrès WOP global qui aura lieu du 18 au 24 octobre. Ce sera un événement en ligne. L'enregistrement est ouvert, gratuit. Et vous allez trouver le link. Il y aura une séance très stimulante. 5 thèmes, 4 WOP sur les partenariats de l'eau, des événements régionaux, des opérateurs seront là et bien d'autres choses. Donc un événement très intéressant et très bientôt. Donc ne le manquez pas. Et enfin, nous avons notre petite enquête d'adieu sur notre petite plateforme Menti. Nous voulions vous poser 2 questions parce que nous savons que vous avez des ressources, des connaissances à partager, mais peut-être aussi des questions pour vos collègues. Donc, les 2 questions, vous les allez trouver sur cette enquête. D'abord, est-ce que vous avez des résultats de projets, d'enquête, de ressources sur l'épidémiologie des eaux usées? Si vous les avez, allez-y. Cela nous permettra de constituer une collection de ressources. Et la deuxième question, est-ce que vous avez des questions pour vos opérateurs pairs d'eau et d'assainissement? Et là aussi, essayez de les poser là, parce que le webinaire, évidemment, nous avons un temps limité, 90 minutes, mais c'est court. Mais quelques questions restent ouvertes. Alors allez-y, allez sur menti.com. Ma collègue Florencia va introduire le lien direct. Et avec ça, encore une fois, merci à tous ceux qui étaient impliqués dans la réalisation de ce webinaire, en particulier à la GIZ, à Anna. Merci beaucoup. Je serai très heureuse de participer au prochain webinaire qui aura lieu en décembre. Et avant cela, le congrès global des WOP. J'espère vous y voir. Et avec cela, je vous dis au revoir. Une bonne journée, soirée, bonne nuit, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Merci
et à bientôt.